vous serez peut-être surpris, pourquoi parler de régulation financière dans le contexte du département de mathématiques appliquées de l'École polytechnique, puisque la régulation, c'est traditionnellement plutôt un domaine réservé aux économistes. Alors, la réponse est la suivante, c'est que voilà un marché avant, donc ça c'était les marchés financiers avant, donc vous voyez les traders en train de hurler à la criée, et classiquement, on était capable de modéliser le comportement de ces agents par des modèles économiques assez simples, mais néanmoins efficaces. Donc ça, c'était avant, et puis ça, c'est le marché financier maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, un marché financier, c'est ça. En fait, vous allez à la bourse de Paris, il n'y a plus personne. Vous allez à Wall Street, il n'y a personne. C'est vide. Il y a juste quelques journalistes avec des gilets, voilà, mais c'est tout. Et donc un marché financier, c'est ça. C'est en fait d'immenses hangars avec des serveurs informatiques. Et ces serveurs informatiques, ils servent à quoi? Ils contiennent des algorithmes. Et en fait, aujourd'hui, le trading sur un marché financier, ce sont des algorithmes qui envoient des ordres pour acheter et pour vendre. Et ces algorithmes, ils sont programmés par des ingénieurs, par exemple par des élèves du type polytechnicien. Et donc, notre credo au département est que, en plus de l'analyse économique, si on veut bien comprendre le fonctionnement des marchés et si on veut mettre en place des régulations pertinentes et cohérentes, eh bien, il est nécessaire d'avoir une approche vraiment de type ingénierie financière qui utilise des outils au moins aussi sophistiqués que les outils que les nouveaux agents des marchés financiers utilisent. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent du trading haute fréquence aujourd'hui sur les marchés. Il faut être capable d'utiliser des outils aussi puissants que ceux du trading haute fréquence si on veut réguler ces choses. Alors, parmi les problèmes de régulation qui nous ont intéressés au département, je vais vous en présenter un qui est lié à ce qu'on appelle la microstructure des marchés. Donc, c'est vraiment comment le marché est construit à l'échelle la plus fine. Et cette question, c'est celle du pas de cotation. Alors, qu'est-ce que c'est le pas de cotation? C'est quelque chose de très simple. C'est le plus petit écart de prix qui est autorisé sur un marché. Donc ici, je vous ai affiché un carnet d'ordre. Donc un carnet d'ordre, c'est ce qu'un trader voit à tout instant sur son écran. Donc là, c'est le carnet d'ordre de Michelin. Et donc vous voyez que là, sur Michelin, vous avez des gens qui sont prêts à acheter, vous avez des acheteurs, et puis vous avez des gens qui sont prêts à vendre. Et ce qui nous intéresse, c'est les prix auxquels ces gens sont prêts à acheter et à vendre. Et donc vous voyez ici que sur Michelin, les prix, c'est 83,65, 83,60, 83,50, etc. Ce sont les prix auxquels les gens sont prêts à acheter. Et donc vous voyez, un truc tout bête, c'est que ces prix ils sont sur des multiples de 0,05. Donc les prix ne peuvent aller que de 0,05 en 0,05. Et ce 0,05, c'est ce qu'on appelle le pas de cotation. Okay, donc c'est le plus petit écart de prix possible sur un marché qui est décidé soit par la plateforme de marché, soit par le régulateur. Ça dépend. Donc ce pas de cotation, ça peut apparaître comme un paramètre évidemment complètement négligeable, mais en fait il se trouve qu'il y a un peu un consensus pour les régulateurs à travers le monde, qui est que en fait, ce pas de cotation, c'est le meilleur outil afin de réguler la pratique du trading haute fréquence. Alors pourquoi ça? En fait c'est très simple à comprendre, c'est imaginez le cas où le pas de cotation serait très grand. Donc imaginons un marché où le pas de cotation est très grand, imaginez que le prix ne peut varier que de 10 euros en 10 euros, dans ce cas-là en fait votre prix ne bougera jamais. C'est comme si je vous dis que le boulanger, pour fixer le prix de sa baguette de pain, il peut bouger que de 50 centimes en 50 centimes, le prix de la baguette de pain ne bougera jamais. Donc si le prix ne bouge jamais, vous avez beau être très haute fréquence, si le prix ne bouge jamais, ça ne sert à rien d'aller plus vite que les autres. Donc ça, c'est quand vous avez un pas de cotation qui est très grand, et puis on sent bien que ce n'est pas une situation qui est pertinente, puisque si le prix ne bouge jamais, les marchés financiers ne jouent pas leur rôle dans le processus de formation des prix, et donc le marché est contraint, et ce n'est pas une situation efficiente au niveau économique. Donc inversement, on peut imaginer une situation où le pas de cotation est tout petit. Donc qu'est-ce qui se passe si le pas de cotation est tout petit? Si le pas de cotation est tout petit, vous serez complètement indifférent entre un prix et puis un prix plus une unité. Puisque le pas de cotation est tout petit, donc une unité ne représente quasiment rien. Donc dans ce cas-là, vous obtenez un marché complètement erratique, très bruité, où l'information est complètement brouillée par le bruit du système. Donc c'est évidemment pas une bonne situation non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que les régulateurs à travers le monde ont compris ça et on comprend bien qu'il faut chercher cette espèce de point d'équilibre entre un pas de cotation trop grand et un pas de cotation trop petit. Le problème, c'est comment trouver ce point d'équilibre, comment trouver le point qui rende le marché le plus efficient et le plus pertinent pour l'ensemble de l'économie. Ça, c'est une question très difficile. Et je dois dire que jusqu'alors, les régulateurs n'ont pas vraiment trouvé la réponse à cette question. Donc, ils se sont accordés pour dire c'est le bon outil, mais maintenant, comment utiliser cet outil? Et donc, comme ils n'ont pas vraiment trouvé de réponse, ils ont utilisé ce qu'on appelle des expériences pilotes. Donc, ça a été le cas au Japon, ça a été le cas aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience pilote? Eh bien, c'est simplement, on sélectionne des actifs, on modifie les pas de cotation de ces actifs, on attend 1 an, 2 ans, et puis on regarde, après 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content.
Donc on sent bien que ça, ce n'est pas quelque chose de satisfaisant, puisque si vous faites ça, finalement, vous modifiez les choses un petit peu au hasard, et puis surtout, vous ne savez même pas tellement ce que vous êtes en train de chercher. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose de très satisfaisant. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est très coûteux. Vous expliquez à tout le monde que vous modifiez les pas de cotation pendant 2 ans, et puis après, il faut revenir dessus, c'est quelque chose de coûteux. Alors ce qu'on a essayé de mettre en place au département, c'est une méthode qui permet de prévoir ex ante les changements, les conséquences d'un changement de pas de cotation. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, bien, si le régulateur multiplie le pas de cotation par 10, ou s'il le divise par 10, voilà comment va se transformer le marché. Donc on est capable de prévoir les conséquences d'une modification du pas de cotation sur le fonctionnement du marché. Donc je vous ai illustré en fait le mode, donc ça se passe vraiment sur des outils mathématiques et probabilistes assez avancés. Je vous ai, voilà, juste pour illustration, je vous ai tracé le genre de modèle qui nous permet de dire ça. Et ça nous permet donc d'avoir une évaluation ex ante des changements du pas de cotation. Donc maintenant, la question c'est est-ce que ça marche? Alors j'ai été un peu critique sur les expériences pilotes, mais les expériences pilotes, elles ont quand même un intérêt, c'est qu'elles vont nous permettre de tester nos modèles. Alors ce qu'on a essayé de faire, c'est, on s'est basé sur l'expérience japonaise, qui était la première expérience sur le sujet, et puis on a appliqué notre modèle avant le changement de pas de cotation par les Japonais, et puis on a regardé quelles étaient les prédictions de notre modèle avant le changement de pas de cotation. On a attendu le changement de pas de cotation et on a regardé est-ce que nos prédictions étaient vérifiées. Donc j'ai résumé de manière, les chiffres n'ont pas tellement d'intérêt ici, c'est plusieurs indicateurs de pertinence de notre modèle. J'ai résumé les résultats qu'on a pu obtenir et en fait on voit qu'on a une méthode extrêmement efficace et sur quasiment tous les actifs japonais, on a été capable de dire de manière très précise qu'est-ce qui va se passer après le changement de pas de cotation. Donc cette expérience pilote a été très utile pour nous puisqu'elle nous a permis de valider notre méthode. Et donc actuellement, en fait, on travaille aussi avec le régulateur européen, notamment avec l'AMF, qui est le régulateur français, sur l'utilisation de cette méthode pour fixer des pas de cotation optimaux en Europe. Donc là, je vous ai parlé vraiment d'une question de microstructure des marchés. Ouais, je me suis vraiment intéressé aux mouvements de prix infinitésimaux avec le pas de cotation, donc vraiment à l'échelle la plus fine. Donc en fait, au département, on ne s'intéresse pas qu'à des problèmes de microstructure, on s'intéresse aussi à des problèmes plus basse fréquence. Et un problème basse fréquence qui nous intéresse beaucoup, c'est celui de la volatilité. Alors, qu'est-ce que c'est que la volatilité? La volatilité, c'est simplement le niveau d'agitation des marchés. D'accord? Mais encore une fois, maintenant, je ne travaille pas à l'échelle de la microstructure où je regarde les mouvements de un pas de cotation. Je regarde mon marché sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et je regarde le niveau d'agitation de marché. Donc pourquoi est-ce que la volatilité est un paramètre important? C'est très intuitif. Le niveau d'agitation du marché, ça correspond au risque inhérent à l'actif que vous êtes en train de regarder. Donc la volatilité d'un actif, c'est essentiellement le risque qui est porté par cet actif. Et donc la compréhension de ce risque est évidemment absolument cruciale. Donc traditionnellement, dans les modèles initiaux, il était considéré que la volatilité est une constante. Donc c'est le fameux modèle de Black-Scholes qui dit le niveau d'agitation du marché, c'est une constante, le marché a toujours le même niveau d'agitation. Alors en fait, on s'est quand même rapidement rendu compte que ce modèle de Black-Scholes était limité et on s'est rapidement rendu compte qu'il était nécessaire d'avoir un niveau d'agitation du marché qui était lui-même variable. Donc on appelle ça un modèle stochastique. On a mis en place des modèles où le niveau d'agitation du marché dépendait du temps de manière aléatoire. Alors comment est-ce que ceci a été fait dans la littérature? Eh bien ça a été fait essentiellement en utilisant un mouvement brownien. Alors le mouvement brownien, en fait, c'est un outil qui avait été beaucoup utilisé dans la modélisation des prix. Donc c'est un outil probabiliste, énormément utilisé dans la modélisation des prix, et donc il était naturel de réutiliser cet outil dans la modélisation de la volatilité. Et donc le caractère aléatoire, non constant de la volatilité a longtemps été modélisé par un mouvement brownien. Et donc ça a quand même permis d'améliorer un petit peu la gestion des risques. Alors en fait, il faut savoir que la volatilité, c'est un objet compliqué. Pourquoi c'est un objet compliqué? C'est parce qu'en fait, c'est un objet que vous n'observez pas. Vous en subissez les conséquences, mais il est difficile à observer. Et il y a encore quelques années, en fait, c'était impossible d'avoir une idée du véritable comportement de la volatilité. Et donc, en termes de modélisation, on n'avait pas de benchmark, puisque de toute façon, on n'était pas capable de voir la volatilité, donc on ne savait pas si notre modèle était vraiment bon ou pas bon. On pouvait juste voir si les conséquences de la modélisation étaient graves ou est-ce qu'elles étaient plutôt positives. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu mettre en place récemment des méthodes vraiment statistiques, donc là on rentre dans le monde des data science, des méthodes statistiques sophistiquées et nouvelles, se basant sur les données haute fréquence sur lesquelles on a accès au marché, pour vraiment estimer la volatilité et regarder la volatilité. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est, voilà, on a ces nouvelles méthodes à notre disposition, essayons de regarder la volatilité dans les yeux, de voir
en réalité à quoi ça ressemble, le processus de volatilité, ce qui encore une fois n'était pas possible avant. Donc, cette volatilité existait, mais on ne pouvait pas la voir. C'est vraiment un objet latent. Donc on s'est intéressé avec nos nouvelles méthodes statistiques à regarder vraiment la volatilité, et voilà ce que ça donne. Ça en fait, c'est la volatilité du S&P. Donc le S&P, c'est l'indice des 500 plus grandes actions américaines. Donc voilà à quoi ressemble la volatilité du S&P quand je la regarde pendant presque une dizaine d'années. Donc ça, c'est juste le graphe, puisque la première chose à faire, évidemment, maintenant qu'on était capable d'estimer la volatilité, la première chose à faire, c'était de la regarder. Et donc vous voyez, rien qu'au niveau visuel, on voit bien que, donc ici, c'était un graphe de mouvement brownien. Ça, c'était le mouvement brownien, l'outil qui avait été utilisé pour modéliser la volatilité. Ça, c'est la volatilité, la vraie, celle qu'on observe sur les marchés. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette volatilité des marchés, on voit bien qu'elle est quelque part plus irrégulière que celle d'un mouvement brownien. Vous voyez bien que cette trajectoire-là, elle semble plus chaotique que la trajectoire d'un mouvement brownien. Et donc, ceci, en fait, a une importance cruciale, parce que ça veut dire que le risque porté par le S&P, il ressemble à ça, et il ne ressemble pas à ça. Donc, on s'est attaché à construire des modèles statistiques et probabilistes permettant de reproduire un tel comportement de la volatilité. Donc, c'est des modèles qu'on a appelés Rough Volatility, puisque c'est des modèles qui permettent de reproduire le comportement rough, c'est-à-dire très irrégulier de la volatilité. Et par rough, en fait, on veut dire plus irrégulier que les comportements classiques obtenus avec des mouvements browniens. Donc, à quoi ça sert? Nous, on s'est attaché à avoir une description statistique, avoir des modèles qui permettent de reproduire statistiquement ce genre de dynamique. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça sert à la gestion des risques et aussi notamment la gestion des risques des produits dérivés. Donc là, en fait, Stéphano vous en parlera dans le prochain exposé. Ces modèles de type Rough Volatility permettent d'obtenir une gestion des risques à la fois plus parcimonieuse et plus pertinente pour les produits dérivés. Mais ça sera pour le prochain exposé. Voilà, donc ça, c'était vraiment, vous voyez, c'était une question plus basse fréquence. Ici, je vous ai tracé la volatilité du S&P sur quasiment 10 ans, donc c'est une question basse fréquence. Et donc, ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est, en fait, je vous ai parlé de haute fréquence au début, vraiment de la microstructure des marchés, et là, j'ai regardé un problème basse fréquence, la volatilité. Donc, il faut savoir qu'en fait, sur cette question de rough volatilité, ce comportement très irrégulier de la volatilité, en fait, c'est quelque chose d'universel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par universel? C'est un peu prétentieux comme mot. C'est que depuis qu'on a mis un peu ces modèles en évidence, il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça, donc ce n'est pas nous, c'est d'autres personnes, donc c'est plus crédible, parce que ce n'est pas nous. Et il y a plus de 6000 actifs qui ont été étudiés, et ce comportement rough volatility, il a été observé sur les 6000 actifs qui ont été étudiés. Dit autrement, on n'a jamais trouvé une seule action, un seul actif pour lequel la volatilité n'était pas de ce type-là. Donc c'est quelque chose d'universel au sens où on n'a jamais trouvé quelque chose pour nous contredire. Donc s'il y a quelque chose d'universel, c'est qu'il doit y avoir une espèce d'explication fondamentale. Ce n'est pas le hasard en fait. Pourquoi est-ce qu'on trouve toujours un tel processus pour la volatilité? Ça ne peut pas être le hasard. Il y a une explication fondamentale. Et en fait, ce sur quoi on est en train de travailler actuellement, c'est quels sont les liens entre la microstructure des marchés, donc ce que je vous ai expliqué au début, la valeur du tick, les algorithmes, etc. Quels sont les liens entre ça et le comportement long terme, basse fréquence qu'on observe sur la volatilité, c'est-à-dire l'agitation des marchés. Voilà, et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.